On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Pourrait-on dire aussi qu'on ne naît pas artiste, mais qu'on le devient? Dans ton cas. Dans mon cas. Dans ton cas, autrement dit, est-ce que tu te pensais que tu étais artiste ou tu es devenu artiste? J'ai pensé au début, là, j'étais jeune, disons, hein, vers l'âge de 15 ans, j'ai pensé que j'étais une artiste, que je voulais être une artiste aussi, en même temps. Tu veux, tu l'es, parce que c'est ça qui s'impose. C'est en premier lieu qui s'est imposé que j'étais une artiste. C'est ça que je voulais faire dans la vie quand on demande aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, c'était évident que. Depuis toute jeune. Oui, 15 ans, je savais que j'étais pour devenir une artiste, que je me dirigeais vers ça, que j'étais pour aller aux Beaux-Arts. J'ai eu, disons, j'ai vécu dans un milieu, disons, favorable. Bizarre, là, parce que. Mais j'avais une sœur aînée, et puis. Elle est partie pour l'Europe, j'étais jeune, j'avais 14 ans, puis elle savait que j'aimais les arts, alors elle m'a beaucoup parlé des expositions qu'elle allait voir, les musées qu'elle visitait, puis elle m'envoyait des petits livres, elle m'informait beaucoup en me formant parce qu'elle savait que c'est ça qui m'intéressait. Alors disons que j'ai été chanceuse, j'avais une tante aussi qui avait fait les Beaux-Arts, donc mes parents n'étaient pas rébarbatif à ce genre de vie, puis surtout pour une femme, c'est pas trop dangereux. Hein? J'avais pas à faire vivre un homme ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai été très bien orientée, très jeune. Je suis allée faire mon entrée moi-même aux Beaux-Arts quand j'ai fini mon cours scientifique. Je suis allée, puis j'ai dit à mon père en revenant que je m'étais inscrite, que ça lui coûtait tant par année. Alors, tu as été encouragée. Oui, c'est ça. J'ai été encouragée, soutenue. J'ai eu la vie facile. Est-ce que tu savais déjà au moment où tu disais oui, je vais être artiste, c'est ce qui m'intéresse, est-ce que tu avais déjà envisagé le médian? Oui, la peinture. La peinture, oui. Okay. À ce moment-là, la couleur, beaucoup, c'est ce que j'aimais beaucoup. Mais sûrement pas qu'un jour, ça finirait vers la technologie. Non, non. Si j'avais on était à l'époque de la télé noir et blanc et du téléphone avec fil. Aujourd'hui, je me dis, si j'avais été jeune aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais pas choisi la peinture, probablement. J'aurais choisi... Ah ouais? Oui, c'est tellement autre chose, comme... faire des films, des documentaires, des trucs comme ça. Je trouve ça, c'est à se bouger, sortir, interroger. Tandis que à l'époque que j'ai vécu, les exemples que j'avais de peintres, c'était tous des peintres dans leur atelier, solitaire et tout. Tu sais, je connaissais surtout ça. Hein? On connaît la solitude des peintres, il y avait la vie difficile et puis tout ça. Tu sais qu'aujourd'hui... c'est différent. Hein? Les jeunes peuvent avoir accès à la technologie aussi, puis c'est tellement développé, puis si tu développes ton intelligence, et puis tu es vraiment dirigé vers ça très, très jeune. Donc, je suis sûre que j'aurais pas fait un peintre. Ah oui, c'est drôle parce que tu mentionnes que les conditions ont été favorables. Oui. Que ça semble avoir, par le fait même, assez facile pour toi de t'introduire à l'intérieur de tout ça. Puis ça m'amène quand même à la place de la femme dans le monde des arts. Oui. Puis on référait un livre que tu as probablement lu. C'est Les femmes artistes sont dangereuses. De Laure Alder et Camille Vierville. Ah oui. Et eux, ils soutiennent, entre autres, dans un contexte plus large, ils soutiennent que l'histoire de l'art, on se sent coupable, peut-être plus moi qu'Anne, en fait, que l'histoire de l'art a été pensée, écrite, publiée et transmise particulièrement par des hommes
qui en ont presque guidé aussi le regard artistique vers le fait que vers une définition de la beauté, en fait, donc un regard qui est très masculin d'une certaine façon. Puis on peut même déjà partir de la préhistoire, le regard qu'on a sur l'utilisation et la représentation de Vénus et de la femme à travers le temps. Mais même ça, au Québec, on pense, en tout cas que dans les années 70, c'est encore assez restreint aux femmes. C'est encore un monde d'hommes, particulièrement. Alors, on pense que les femmes, souvent, ont eu beaucoup de difficultés à se démarquer. Toi, tu me parles d'une certaine facilité. Est-ce que tu penses que toi, en tant que femme artiste, quelle est ta contribution à ce regard, entre guillemets, très masculin? C'est comme si, autrement dit, la femme, dans ton cas, n'est plus cette femme qu'on retrouve sur l'œuvre, mais bien la femme qui devient, elle, créatrice. Alors, pour toi, comment, c'est quoi cette espèce de contribution de ta part à féminiser, j'oserais dire, l'histoire de l'art? En fait, je pense de féminiser. Je pense que c'est drôle. Là, je savais que le terme allait te toucher. Hein? Oui, féminiser. Tu sais, dans le sens, je suis féministe, mais je ne veux pas féminiser nécessairement la peinture. Pour moi, l'art, ça n'a pas de sexe. Ça n'a pas de sexe. Même donc, il n'y a pas un art de femme. Non, il n'y a pas un art de femme. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'art d'homme non plus. Non plus. Donc, il n'y a pas un regard masculin ou un regard féminin. Non. Donc, il ne faudrait pas réécrire l'histoire de l'art du point de vue des femmes. Non. Puis c'est de la faute des femmes si elles ne se sont pas imposées d'une certaine façon. On ne se laisse pas faire. Moi, je me suis imposée en tant que femme dans la vie, là. Alors, tous ceux qui me respectaient en tant que femme, là, je veux dire... Tu n'as pas senti que c'était plus difficile pour toi en tant que femme? Je pense que c'est difficile pour tout artiste de s'imposer. Parce que, aussi, de plus en plus, il y a de la compétition. Puis moi, comme j'ai un certain âge et puis que j'ai commencé dans les années 60, là, dans les années 60, c'est sûr, mais il y avait quand même des femmes importantes, Marcel Ferron, et puis ça, tu sais, c'était quand même un symbole important. Et puis, il y a d'autres femmes qui se sont imposées, là, que ça ne me vient pas tout de suite, là, mais il y avait quand même des femmes qui avaient des galeries aussi, mais qui ne prenaient pas... tu ne prends pas parti pour un homme ou une femme. Aussi, le talent, ça dépend, les historiens d'art aussi, ils peuvent définir, ont des critères eux-mêmes, hein, ils ont des critères de définition par époque aussi. Hein? En parlant d'époque, tu étais consciente, justement, quand tu as commencé ta carrière dans les années 60, que tu étais dans un moment d'évolution, de transformation des valeurs au Québec. Au Québec, particulièrement, dans la foulée de Refus Global. Moi, tu étais consciente comme un rattrapage. qu'on était dans un rattrapage. Quand moi je suis rentrée au Beaux-Arts a été transformé, en fait, c'était plus académique. Puis les professeurs qui étaient là avaient subi l'académisme, les peintres qui étaient professeurs. Et là, c'était un vent de liberté. Puis la plupart étaient allés faire un séjour en Europe dans les fin des années 50. Et puis, bon, ils avaient évolué eux aussi. Puis, autant au Québec, là, puis au Canada, je pense que tous les artistes avaient énormément à apprendre, hein, à s'exprimer dans un contexte, dans un pays différent, beaucoup moins vieux que l'Europe, hein, beaucoup moins d'histoire aussi. Quoi on avait l'art autochtone et tout, qui eux ont fait ça instinctivement, beaucoup par besoin. Nous, on n'a pas été élevés de cette façon de s'exprimer, tandis que les autres s'exprimaient beaucoup, hein, là-bas. Puis, les Indiens, pour nous autres, les Autochtones, on n'en entendait pas beaucoup parler, à moins d'avoir vécu près de ces milieux-là. Donc, vois-tu, on avait beaucoup, beaucoup à apprendre aussi de ces gens-là.
puis d'apprendre de tous les grands artistes qui avaient vécu avant nous. Oui. Tu sais, on continue quelque chose. C'est ça. Hein. On est dans une tradition. Oui. Donc, te sens-tu dans la tradition ou dans la continuité d'artistes d'Amérique du Nord, comme justement Là, je pense que c'est ceux qui ont fait éclater la figuration? Oui. Les expressionnistes, par exemple, les expressionnistes abstraits de l'École de New York. Ça fait longtemps que c'est dépassé. Puis il y a eu un retour à la figuration. On a dit que la figuration... À cette époque-là, ta position était plus figurative ou abstraite? Était plus Pella ou était... Plus Bordua? Oui. Je trouvais ça fantastique d'expérimenter autre chose que la figuration en tant que telle, parce que aussi c'est un exercice pour faire de la figuration, aussi c'est un exercice, là il faut que tu en fasses, et puis bon, comme n'importe quelle recherche, il faut que tu t'orientes à un moment donné, et puis c'est faire des expériences, faire tout ça. Là, ça, ce que j'aimais aussi, c'est l'expérimentation. J'aimais ça. Donc, tu sentais pas que tu avais à choisir comme un camp figurative ou abstraite, tu jouais avec les deux. Oui. Pour toi, les deux étaient des champs d'expérimentation. Oui, c'est ça. Donc, surtout au début, là, tu sais, j'ai commencé, j'étais jeune quand même. Alors, au début de la vingtaine, fait que, disons que j'ai eu au moins 10 ans d'apprentissage, d'apprendre à travailler, d'apprendre à faire ce métier-là, de me familiariser avec les outils, beaucoup plus qu'à l'école. Parce qu'à l'école, c'est... Et particulièrement du côté de la peinture, dans les premiers temps. Mais rapidement, entre les années 70 et 75, tu avais choisi de commencer à travailler le bois. En même temps que le papier. Le bois pour l'aspect tridimensionnel, le papier pour l'aspect bidimensionnel. Donc, tu voulais exploiter, expérimenter les limites de chacun. De la peinture avec le bois. Mais c'est ça, tu faisais de la peinture avec le bois. Donc, déjà... Je faisais des œuvres comme unidimensionnelles, quelques-unes. Tu sais, je construisais un peu. Donc, tu étais déjà dans l'impureté des matériaux, alors qu'à l'époque, dans les années 70... on parlait de pureté des matériaux. Donc, le rôle de la peinture, c'était essentiellement d'être bidimensionnel. Le rôle de la sculpture, d'être tridimensionnel. Alors que toi, tu voulais pas choisir entre les deux. Non, puis j'avais pas assez fait d'expérience de travailler avec les outils qu'il faut pour travailler le fer ou tous les gros matériaux, le marbre. Non, ça, je savais. Mais pour pouvoir prendre des bouts de bois, les découper, leur donner des formes, les coller, les entrecroiser, enfin, s'amuser avec... c'est ça. Leur découvrir une nouvelle entité, une nouvelle identité. Là, qui était... La curiosité aussi, tout à coup, tu vois du bois. Tu sais, j'avais un ami qui avait justement une usine de meubles, et puis je suis allée voir, puis il y avait toutes sortes de bouts de bois qui traînaient. Alors je lui ai demandé est-ce que je pourrais prendre des bouts de bois, est-ce que je pourrais... comme ça, vois-tu? Tout à coup, des hasards font que tu vois quelque chose. Là, je prenais des petits bouts de bois de toutes les formes, ronds, puis c'était déjà travaillé. Tu sais. Alors, je pouvais les expérimenter, les coller, jouer avec ça, puis construire une œuvre. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que tu as commencé à penser à exploiter l'idée d'installation? Parce que tu as joué avec l'installation. C'est ça, jamais parce que tu dépassais carrément à l'intérieur, organisé. C'est un éclatement du corps dans ton Oui, c'est ça. Ce qui t'a amené à travailler aussi dans le même fil conducteur, l'idée de l'atelier. C'est l'atelier aussi. Bon, l'atelier... Ça, c'est un bon moment. On est dans... Quelle année l'atelier t'a commencé? L'atelier, au fait, c'est peut-être un élément très important au départ quand tu parlais des femmes. Une chambre à soi. Oui. Tu sais, alors, disons pour moi, là, étant femme, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. En tant que femme, pour m'imposer, pour avoir une discipline, pour avoir un lieu à moi, ça a été primordial. Alors, je me suis dit, je commence par là. Je vais avoir... J'ai un lieu à moi. Ta chambre à soi. Oui. Alors ça
ça me situe beaucoup. Puis c'est là où l'atelier a pris une très, très grande importance. Mais c'est de la stabilité aussi, hein? Un lieu pas loin de la maison, que tu peux avoir un atelier tout près, tu peux vaquer à tes autres occupations sans nuire à personne, mais puis en t'épanouissant. Surtout au début là, de ta vie de femme, en tant que mère, disons. Là. Mais c'est quand même drôle, cette idée d'atelier. Il n'y a quand même pas... on pourrait nommer des artistes, mais c'est quand même pas une quantité phénoménale d'artistes qui se sont intéressés à l'idée d'atelier. Non. Alors, c'est quand même intéressant que tu le fasses. Puis moi, là, une des questions qui me venait lorsqu'on on avait une réflexion sur ton travail, c'était à quel point l'atelier en soi... en fait, je suis en train de mélanger mon intervention. La chambre à soi. Oui, je pense que c'est ça. Comment ce travail, on dirait que c'est comme si le travail d'atelier, cette préoccupation du travail d'atelier, devient en soi beaucoup plus l'œuvre que le travail final. Oui. Hein, bon, je vois là... C'est une source d'inspiration. C'est devenu une source d'inspiration parce que mon travail que je faisais m'a inspiré, m'inspirait tout le temps. Source d'inspiration aussi, désir d'expliquer comment le travail se fait en atelier. C'était toujours une surprise. Le fait de... Tu quittes ton atelier, tu t'en vas te coucher, tu t'en vas dormir, tu reviens le lendemain matin, tu es dans ton atelier, puis tu vois ce que tu as fait la veille, puis tout à coup, la façon dont c'est disposé peut-être dans ton atelier aussi, oh, mon Dieu. Les changements que tu as faits, il se passe toujours quelque chose. Puis là, tu te dis, mon Dieu, tu sais, c'est que le travail que tu as fait, disons, la veille, ça t'éveille encore plus. Oui, parce qu'il y a des traces que ton atelier conserve, et c'est à partir de ces mêmes traces-là que là, il y a eu des déclics. Alors, c'est presque à l'infini, tu sais. Tu sors de l'atelier, tu rentres, il se passe toujours quelque chose entre des allers-retours à l'atelier. D'où l'idée aussi de la série et de la mise en abîme à partir de l'atelier. Oui, c'est ça. Ça crée une continuité dans ta création. C'est drôle parce que ce que tu viens de dire sur l'atelier, ça fait un beau clin d'œil à Kandinsky, qui était rentré dans son atelier et n'a pas reconnu une de ses œuvres la veille qu'il avait déposée à l'envers. Et a considéré que c'était une abstraction, entre guillemets. Oui, c'est ça. Tu peux avoir des révélations. Ce que tu as fait, parce que tu as retourné le tableau ou quelque chose comme ça qui arrive, puis tu as un tableau retourné, tu as un tableau à terre, ça peut t'inspirer toutes sortes de choses. Et c'est pas à partir de ce moment-là, de l'atelier, que tu as commencé à travailler justement sans le cadre. Oui. Parce que tu as découvert aussi la possibilité du travail de la toile brute. La toile brute. Je pouvais plus garder les traces parce que la toile, quand tu la montes, elle est déjà sur un châssis. Alors, tu as un espace très restreint, tu sais. Et là, tu peux faire des grands C'est drôle parce que dans ta démarche de l'atelier, il y a comme un côté un peu, entre guillemets, là, un peu pédagogique. Ah oui, Mais en même temps, l'abandon du cadre vient comme briser le côté très académique. Du travail. Je voulais aussi montrer comme finalement il y a plusieurs personnes pourraient devenir un artiste. Hein? On revient à la première question. Est-ce qu'on est artiste ou on est c'est ça. Les gens disent c'est facile, ils regardent des abstractions puis ils disent c'est facile. Mais OK, fais-en donc une abstraction, voir si tu vas être capable de la faire. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est un travail de recherche. C'est pas facile, mais c'est à la portée de tout le monde qui veut poursuivre quelque chose. Parce que moi, tu sais, historien de l'art, mon point de vue, c'est que pour être quelqu'un qui fait qui fait de la belle, entre guillemets, là, un petit côté un peu esthétique, mais de la belle abstraction, peut-être de l'abstraction valable, plutôt, c'est peut-être le mot le plus juste. Il faut avant tout que je sois capable de faire de la figuration. Oui.
Nous, on regarde dans notre milieu oui, pédagogique. Une mise en œuvre, il y a quelque chose. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, même sur une feuille de papier. Souvent, les gens griffonnent, mais tout à coup, en griffonnant, comment tu dis, tu fais pas n'importe quoi? Alors, comment tu fais pour que tout ça s'emboîte? Tu ne fais pas n'importe quoi, mais en même temps, tu disais tout à l'heure, lorsque j'entrais dans mon atelier, c'était toute une remise en question. Il y avait une notion de hasard. Oui. Alors, pas faire n'importe quoi, mais du hasard. Le hasard est très contrôlé. Oui, c'est ça. À partir de ce hasard-là, après ça. Oui, hasard que toi, tu intellectualises et puis que tu vois une possibilité d'ouverture, une ouverture qui se passe. Là. Tu retiens, des fois, tu retiens quelque chose, tu le mets de côté, puis tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Moi, ça m'est arrivé souvent, mais tout à coup, cette chose-là que tu as mis de côté, elle devient très importante. Elle vient trouver sa place, là. Tu sais, c'est de la... Tu sais, je ne veux pas dire qu'il y a de la magie, là, mais il y a une espèce d'attention, de concentration, de grande attention, là. Mais à un moment donné, l'atelier comme tel, comme lieu de mémoire, comme lieu de passage aussi où tu laisses des traces, est devenu un sujet à part entière. L'atelier d'artiste, qui est quand même un motif en histoire de l'art qui a été très exploité. Mais toi, ça débordait le seul motif de l'atelier. Il y avait les outils qui étaient très importants aussi, les outils dans l'atelier d'artiste. Un artiste va avoir des chevalets, mais de plus en plus, on ne se sert plus des chevalets. Donc, moi, je me suis servi des chevalets pour construire des choses. Et c'est là que tu as commencé, c'est à partir de là que tu as commencé la série. Oui, il y a eu les chevalets, les escabeaux, toutes sortes d'objets significatifs, symboliques. Qu'un artiste avait. Puis j'avais fait une recherche aussi, quand j'ai commencé de faire vraiment un projet sur l'atelier d'artiste, j'ai essayé de trouver toutes les images que je pouvais, toutes les recherches qui avaient été faites sur les ateliers d'artistes. Alors, je me suis documentée, puis j'ai pris j'ai mis une photographie, parce que la photo aussi, ça m'était très important parce que ça gardait des traces que tu pouvais utiliser après. Et tu t'en servais comme outil, la photographie, et non comme travail artistique en soi. Non, comme étant une photo, je ne suis pas un photographe. Un document de référence. Oui. Je ne suis pas une photographie, ça devient un carnet de croquis que je disais. On pourra en reparler tout à l'heure de la place de la photographie. Là. Oui. Mais allons pas trop vite vers la photographie. Là. Je veux revenir à ton idée de série. Oui. Parce que l'idée de la série, c'est pas d'hier quand même. Non, ça existe depuis fort longtemps déjà. Oui. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais fait une recherche sur les ateliers, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a un peu influencé, particulièrement sur l'idée de la série? Je sais pas, là, j'ai comme Monet pour moi, entre autres, d'une part. Oui. Tu comprends? Monet. Liechtenstein en a fait. Qui a fait les cathédrales, qui a fait les bottes de foin, qui a fait... Oui, c'est ça. Puis même... Mais pour toi, est-ce qu'il y a un artiste Van Gogh, avec ses fleurs, les tournesols, et puis aussi sa chambre, puis... aussi ces lieux où il existait, les cafés, il y a beaucoup d'artistes qui faisaient des croquis dans les cafés, puis qui photographiaient, mais dessinaient les corps, c'est des personnages. Alors, c'est des façons de travailler, finalement, qui fait qu'on se rapproche parce que tu retournes dans ton atelier après pour travailler, C'est sûr aussi que l'atelier, et quand tu parles de certains éléments, certains symboles forts en histoire de l'art, comme justement le chevalet, nous amène forcément au fameux tableau dont tu parles d'ailleurs, de Velázquez avec les Ménines. Oui, ça c'est l'autoportrait. C'est l'idée de l'autoportrait. Tu vas arriver à l'autoportrait quand tu es dans ton atelier à un moment donné. C'est ça.
Oui, mais par contre, quand on pense à l'autoportrait, c'est sûr que ça prend beaucoup de place. Là. Pour la plupart des artistes, si on fait un petit travail de recherche sur l'autoportrait, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui y échappent là, en tant que tel. Alors, mais souvent, moi, je remarque une chose dans les autoportraits, c'est souvent, c'est le personnage qui est mis en perspective, qui est mis en relief, sa psychologie, etc. Dans ton cas, l'autoportrait, je vois pas ça chez toi. Je vois, à la limite, c'est presque un autoportrait différent, nouveau. C'est vraiment un autoportrait dans le sens de l'acte de peindre, l'acte de créer, qui t'intéresse plus que de mettre de l'avant ta personnalité. Mais dans le prolongement, justement, des Méline de Velázquez. Ça commence à bouger, là, parce que moi, j'ai fait beaucoup. Je me suis représentée dans plusieurs positions, somme toute. J'aurais pu me filmer. Oui, finalement, on est dans l'acte. On est dans l'acte. Psychologie. Oui, où je me promène, où je montre tout ce que je fais, en fin de compte. Chaque mouvement, que je fais, je le prenais en photo parce que j'avais un appareil photo que je mettais derrière moi puis on fait automatique, là. Oui. Alors, je me suis servi beaucoup de ça. Où on te voyait dans ton atelier en action. Différents endroits en action, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup, c'était un atelier que j'avais où il y avait beaucoup d'ombre et lumière, alors c'était très intéressant. Fait que l'importance du geste, ça devient le sujet, en fait. Oui. En tant que tel, pour toi, là. L'autoportrait devient vraiment un prétexte du travail de l'artiste et non pas, comme disait Jean tantôt, d'une mise en scène de l'artiste figé. C'est vraiment d'un portrait. C'est pas un portrait. Non, c'est vraiment... si tu suis l'artiste, finalement, si tu me suis... Dans son travail, dans sa recherche. Ça a toujours été... C'est explicatif un peu. Comment? C'est explicatif un peu. On voit toutes les étapes de la création. C'est pour ça que Jean disait que c'était pédagogique. Oui, un peu. Entre guillemets, là. Oui. Déjà rapproché ça. Parce que c'est intéressant parce que c'est drôle de regarder un petit peu ton cheminement, puis on parlait tout à l'heure du tiraillement entre le côté tridimensionnel du matériau, le côté bidimensionnel. Là, il y a comme le sujet qui devient la création en tant que telle importante. Puis, est-ce que tout ça, en tout cas, il y a eu comme un moment déclencheur. C'est comme si tu arrêtes d'être dans la représentation. Oui, parce que là, ce que j'ai en tête, c'est lorsqu'on s'est connus. Hein? C'est l'exposition à Laval. Oui. Et c'est quand même curieux parce que ça. Oui, c'est drôle ce que c'est devenu parce qu'on est. Entre guillemets, tu exposes pour. Oui, c'est quoi tu viens de me dire? Tu exposes... Plutôt qu'être une représentation de soi-même. Au lieu de la représentation, c'est une présentation. C'est ça. Fait que ça, est-ce que pour toi, c'est quand même... ça devient un accomplissement important dans ta carrière? Ce moment-là, je veux dire, d'aller plus vers de la... présentation que de la représentation. Oui, ça a été très important. Puis le pire, pas le pire, mais le meilleur dans tout ça, c'est que toi, tu as tout de suite compris, sans aucune difficulté, qu'est-ce que je voulais faire de mon exposition, parce que je suis arrivée avec mes œuvres, je t'ai parlé un peu de ce que je voulais faire, d'un grand espace, que je voulais faire comme le cabinet cabinet de curiosité, finalement, avec mes œuvres. Alors, tu as compris la mise en scène extraordinaire que tu as fait, que tu as vraiment fait un travail de mise en scène de mon œuvre que j'avais apporté, qui représentait plusieurs années de travail aussi. Oui, parce que ça, c'est intéressant. Puis ça amène... C'est poursuivant. Ouais. Oui, ça amène... vraiment rentrer dans l'œuvre, je trouvais que c'était comme
tu rentrais dans l'œuvre. Oui, c'était un moment, c'est particulier. Ben, c'est intéressant, hein, cette idée de place dans laquelle tu fais de la présentation, puis comment tu joues souvent avec l'idée d'autoportrait parce que tu as des œuvres où on voit, Anne elle a fait part tout à l'heure, entre autres de Velasquez. Oui, c'est ça, avec ces que j'ai fait. Mais en même temps, c'est quand même drôle parce que d'autres œuvres, je vois toute ta petite série de chevalets. Oui, là. Alors, c'est drôle parce que là, tu étais aussi dans l'exposition. Et là, tu n'es pas dans un mur à tableau. Et c'est drôle parce que là, tu n'es pas dans l'autoportrait. Non. Mais on sent ta présence. Oui, c'est ça. Comme si tu étais... Oui, mais c'est une façon justement de renouveler l'idée de l'autoportrait. C'est plutôt, ce n'est plus moi l'artiste qui me présente comme motif dans un tableau, l'idée du portrait, mais je me présente à travers mon travail et à travers les traces qu'on retrouve dans l'atelier. Oui. Tu sais, prendre le chevalet, juste... Le chevalet, tu sais, c'est 2 bâtons comme ça, puis un autre vertical, puis horizontal, et puis avec des pattes. Tu sais, je veux dire, c'est un objet intéressant. Tu peux faire plein de choses avec ça. Hein? C'est ça. C'est une série des chevalets. C'est un triangle, hein, qui a survécu à travers tout l'art religieux. Oui, oui, c'est un bel objet aussi. Alors, on peut le faire. J'ai peint plusieurs fois. Tu sais, j'ai dit... Je vais essayer de faire, j'ai pas plus d'une centaine de petites œuvres avec le chevalet comme thème. Le chevalet, puis je m'amusais avec toutes sortes de matières. Oui. Alors, c'est un plaisir que je me suis donné. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers l'idée du chevalet traditionnel, ça sert à quoi? Ça sert, comme tu disais, à conférer des limites aussi. C'est un cadre. Et c'est vraiment dans un contexte de représentation, comme on disait tantôt. Ce qui nous amène aussi à l'idée de la mise en abîme, parce que tu as joué beaucoup avec cette idée de mise en abîme, mais tu t'es pas contenté de répéter la représentation, tu as fait éclater la représentation à travers justement une expérimentation de différents matériaux aussi. Donc, on dépasse la simple symbolique de l'atelier ou du chevalet pour explorer. En tout cas, j'ai beaucoup de respect. Être artiste, c'est avoir beaucoup de liberté aussi. Je ne voulais pas qu'on m'enferme, puis moi, je ne me suis pas enfermée. Je ne voulais pas être... Qu'on exige des choses de moi. C'est là que j'allais aussi, puis c'est là que j'allais dire que j'ai beaucoup de respect pour toi parce que effectivement, je pense qu'il y a là un petit problème. Excusez s'il y a d'autres artistes qui écouteront ça un jour ou liront ça, là. Mais il y a un petit problème dans le sens où tu t'es pas contenté d'une recette. Non. Tu t'es pas contenté d'un filon intéressant que tu répètes. Oui, fait que tu l'as, un peu comme Anne a dit tout à l'heure, tu le pousses, tu le fais même éclater. Hein, l'idée d'autoportrait, l'idée de travailler à l'atelier, il y a toujours comme une espèce de remise en question, d'éclatement. Ça, pour moi, c'est ça un artiste. Hein. Et si au départ, c'est un travail, on peut penser que c'est un travail citationnel, surtout qu'au départ, c'est vraiment citationnel avec les Ménines. Rapidement, ça nous amène ailleurs. Rapidement, tu as fait éclater ce cadre-là. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Ça aussi, parce que ce tableau-là, il m'a inspiré. Tu sais, il m'a suivi, il m'a inspiré. J'ai été près de Velasquez, puis j'ai senti qu'il me suivait, puis qu'il me regardait tout le temps. Tu sais, comme moi je le regardais, comme lui, il regardait ce qu'il faisait, il regardait ses personnages, puis tu sais, c'est extraordinaire ce tableau. Ah ben oui, il a fait parler beaucoup d'historiens, de philosophes et de littéraires. Mais vois-tu, encore là, tu tombes pas dans le piège de citation. Si on regarde l'art actuel, postmoderne, etc. Oui, parce que actuel et postmoderne.
même nous, là, en tout cas, moi, je ne parlerai pas pour Anne, mais moi, en tant qu'historien de l'art, je me fais toujours piéger par cette espèce de beauté d'utiliser la citation, qui devient une espèce comme de formule. À la limite, je me conforte avec l'art d'aujourd'hui en me disant « Ah, mais il y a la citation. Sinon, j'ai l'impression que l'art se meurt un peu. » Alors que toi, encore une fois, tu n'es pas tombé dans le piège de cette citation. C'était comme une espèce de milieu où tu t'es... je sais pas, promener, mais justement, dans les années où on se questionnait sur la mort, par exemple, de la peinture, ce qui nous amène à se poser la question, est-ce que tu as senti, toi aussi, qu'à un moment donné, tu arrivais aux limites de la peinture et que tu as senti ce besoin de te renouveler à travers, justement, les nouveaux médias? À travers, justement, l'ordinateur, à travers ce qui caractérise l'art actuel. Finalement, l'ordinateur, moi, il est arrivé pour me faciliter la vie à un moment donné à cause de la photo. Comme la photo. Oui, que la photo me servait et puis que c'était beaucoup, il fallait que je fasse du collage, du découpage et tout. Et que là, avec l'ordinateur, les logiciels, je pouvais faire ça moi-même sur l'ordinateur. Donc, elle était encore une servante pour ton art et non un art en soi, un outil, comme la photo. Oui. Mais tu as couru un grand risque, à mon avis. Oui. Moi, j'oserais dire un peu puriste. Oui. En même temps, c'est bête, là, je dis que je suis puriste et pourtant... Mon artiste, entre guillemets, favori, c'est Marcel Duchamp. Oui, c'est ça. Ça, pour moi aussi, Marcel Duchamp, c'est drôle, il a fait vraiment éclater ça pour moi. Je trouve ça extraordinaire parce que tout est art, finalement. Il s'agit juste que toi, tu y pensais, tu dis, moi, tu sais, je vais voir un objet, puis je vais, c'est intéressant parce que j'allais te poser la question parce que tu as parlé tout à l'heure du chevalet comme objet. Que tu trouvais intéressant. Et là, je me suis dit, je vais garder cette question-là, moi, complètement à la fin, puis même hors secret. J'étais vraiment pas sûr d'entendre ce que tu viens de me dire. Puis c'est intéressant parce que je me disais, je disais, moi, en tout cas, je suis un peu reconnu comme étant une espèce de maniaque de Marcel Duchamp. Pour moi, c'est comme un dieu qui, après lui, n'existe plus grand-chose, sinon reprendre, etc. En tout cas, il y a un impact énorme sur le 20e, 21e siècle. Et là, ma question était... Il t'a influencé jusqu'à quel point? Peut-être aussi. Oui, c'est le symbole de l'objet. Là. Lui, l'objet. C'est vraiment ça. C'est lui qui décide que cet objet. Tu sais, moi, je l'aime, ma poubelle. Tu sais, j'aime ma poubelle d'atelier. Je l'ai toujours aimée. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Tu vas te faire une série, sa poubelle. Je l'ai fait. D'ailleurs, dans Velasquez, vous allez voir, à un moment donné, j'ai mis dans les mains d'un des petits personnages, j'ai mis un couvercle de ma poubelle. Ah bon, ça m'a échappé. Oui. Alors, c'est comme une armure, hein? Oui, parce que ça dépend comment tu le tiens. Mais pour moi, les objets, c'est très beau. J'aime beaucoup les objets. Pourtant, je ne vais pas collectionner d'objets. Je ne vais pas faire comme plusieurs personnes qui, chaque fois qu'ils vont dans un pays, reviennent avec un objet. Tu sais. Moi, ce n'est pas les objets ailleurs, c'est les objets usuels du quotidien. Comment tu peux les détourner de leur fonction initiale? Oui, tu sais, je peux te sortir n'importe quoi et te dire, regarde, c'est beau ça. Hein, il est beau, hein? Tu peux faire quelque chose. Une dégrafeuse. Oui, tu peux la photographier, puis je sais pas, la façon dont tu vas le photographier. C'est bien parce que l'objet que tu tiens se détourne déjà de lui-même. Oui, il manque un morceau, là. Il perd de son équilibre. Moi, alors, tout objet. Tu sais, regarde le beau petit tournevis aussi, regarde, il se défait, puis regarde, il y en a plein. Bon, tu sais, toutes sortes de choses. J'ai l'impression que Duchamp, c'est ça, il s'amusait aussi beaucoup. Ça lui faisait penser à toutes sortes de choses quand il voyait. Tu sais, une pissotière, lui.
Moi, évidemment, les pissotières, c'était pas familier. J'étais pas un homme, je vais pas. Mais, tu sais, quelqu'un qui va souvent dans une pissotière, là, c'est quand même un bel objet. Moi, j'arrête pas de dire que c'est l'un des plus beaux objets, le plus parfait, lustré, blanc immaculé, la couleur, etc. Ouais. Les escabeaux. On va couper ce bout-là. En tout cas, mais bref. Comme des escabeaux. Hein? Oui. J'en ai fait des escabeaux. Encore le triangle. J'en ai là-bas. Là. Alors, de toutes les formes, de toutes les hauteurs, les grandeurs, de tous les matériaux que j'y faisais faire, en fer, en laiton, mais en tout ça. Là. Excuse-moi, là, moi, j'ai fait ça en bois. Je nous ai détourné du sujet qu'Anne nous amenait sur les nouvelles technologies. Et moi, je dois te dire que Ah oui, qu'est-ce que tu disais? J'ai pris un risque. Un risque. Puis pour moi, je vais parler pour moi, là, je ne parlerai pas pour Anne, mais je dois t'avouer que lorsque tu as fait ce virage-là, qui date des années... 80? Non, dans les années 2000. 2000. C'est ça, hein? Dans 2000, j'ai commencé en 2007, années. le premier. C'est ça, une dizaine d'années, c'est ça que j'avais en tête. Un peu plus que 10 ans, là. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un gros risque. Parce que, c'est vrai, c'est ça que je disais tout à l'heure. Bon, je suis un peu puriste. Puis là, c'est ça qui m'a amené à Marcel Duchamp. Bon. Bref, ça a toujours été un débat très hardi. Hein? Oui. La confrontation, entre autres, parce qu'à la prime abord, t'es peint. Oui. Alors, entre la peinture et les photographes, là, on a juste à aller faire un petit tour au 19e siècle pour voir comment s'abarder entre les photographes et les peintres. Et aussi, comme les peintres pouvaient se servir des photos, aller photographier des paysages, puis les refaire C'est ça, et même dans les années 80, Anne l'a mentionné tout à l'heure, comment la peinture, elle a toujours été comme en danger. Oui. Puis je me souviens d'une exposition, il me semble, en tout cas tu pourrais me corriger, dans les années 80, où on intitulait l'exposition « La peinture est-elle morte » Oui, je sais, j'ai écrit un article sur ça aussi. C'est ça, fait que drôle, il y a un grand risque. Pour moi, le côté un petit peu... mécanique. Ouais. Comme dirait côté mécanique. Tu peux avoir une facilité. Oui, il y a eu tout un débat à l'époque par rapport à la photo, comme tu disais, le côté mécanique. Oui, mais c'est de ça qu'il parlait. Mais c'est la manipulation qui est extraordinaire. Mais le côté reproduisible de la photo, avec quelque chose de réducteur à l'époque. Pour moi, ça lance. Mais là, enlève le côté unique. Là, toi, tu parles de ce qui est intéressant. C'est quand même mécanique. Oui. Et puis, tu fais des sérigraphies 250. Si ça rapporte que l'auteur est tellement... Mais c'est drôle parce que là, populaire, tu dis, toi, ce qui est intéressant de ce nouvel outil, c'est l'idée de manipulation. Puis de pouvoir faire énormément d'images à partir d'une image, puis d'un objet. En quoi c'est intéressant de faire énormément d'images? Tu peux imaginer toutes sortes d'affaires. Tu sais, imaginez, moi j'ai fait beaucoup de mises en scène, de petites mises en scène avec un des derniers que j'ai fait, là, c'est sur la loupe. Tu sais, la loupe puis un réflecteur. La loupe, on regarde, ça grossit, puis le réflecteur, il était comme un miroir. Alors, j'avais beaucoup de plaisir à mettre... le réflecteur sur même un dessin, puis tout le dessin, il prenait une forme dans le réflecteur, et puis c'était très intéressant à photographier ce qui se passait, juste à faire bouger le réflecteur. Il y a plusieurs possibilités. Moi, c'est tout ça, c'est le plaisir que j'ai eu et que j'ai encore à travailler avec la photo, avec des logiciels de traitement d'images. Mais justement, cette espèce de virage, ça n'entrerait pas en contradiction avec la place très importante de ton travail, de la place que tu considères centrale, importante du travail en atelier, pour son aspect trace, mémoire du geste, du passage de l'artiste.
Ben oui, là, c'est un travail, c'est ça, c'est un travail de manipulation. Oui. Est-ce un travail encore de création? Oui. Oui, au même titre qu'avec la peinture ou... Oui, de la façon dont moi je le fais, que je le conçois, oui. OK. Oui. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Non. Puis moi, j'ai toujours pensé de faire juste un exemplaire d'une œuvre, de faire juste une fois, un sur un. OK. Puis après ça, c'est fini, tu le reproduis. Mais c'est pas ce que tu fais. Hein? Oui, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Oui, non, de quantité de nouvelles images. OK. Oui. Mais tu interfères sur chacune des nouvelles images? Oui, il y a toutes. Si je fais un projet, je les appelle un projet, ben là, c'est sur le réflecteur et puis la loupe. La loupe, ben là, j'ai plusieurs possibilités. J'en ai fait des images, puis j'ai choisi après. Et sur chacune, il va y avoir un petit détail. Ah oui, très. OK. Oui. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des mises en scène. J'avais des miroirs aussi. Tout à coup, j'ai des miroirs. Puis j'ai fait toutes sortes de réflexions, refléter, hein, dans le sens refléter. Ça se reflétait plusieurs fois. Alors, la réflexion, que ce soit à travers la mise en abîme des ateliers, le discours, justement, à partir de l'œuvre de Velázquez, est central dans ton travail. Tu refermes vraiment tu termines, là, tu fermes un cycle où tu... Puis je m'introduis dans la nouvelle technologie. Ça me suis sentie comme attirée. Donc, j'étais pas enfermée. J'avais encore une liberté. Je pouvais orienter mon travail vers autre chose. C'est comme une ouverture, connaître un petit peu plus aussi, être un petit peu à l'écoute de ce que les artistes actuels font. Aussi. Tu sentais le besoin de rester actuel. Oui, aussi de m'introduire, de dire, donc moi, je peux aussi avancer dans ce domaine-là. Je peux aller voir qu'est-ce que Mais la place de ton geste dans cette nouvelle... le geste, oui. Ben, tu sais aussi, là, étant donné que je suis plus âgée, il y a beaucoup de choses qui étaient pénibles pour moi à faire. Disons, si je continue à faire la peinture ou tout ça. Hein, parce que monter mes toiles... découper mes toiles, bon, j'ai plus ni la patience ni la possibilité physique de tout faire ça. Donc ça, disons, faciliter mon travail pour l'âge que j'avais aussi. Pour moi, c'est ça. C'est un petit peu une libération dans ce sens-là. On vit ce qu'on peut vivre parce que c'est très physique être un artiste, hein, c'est physique. Là, c'est plus la façon dont je travaille, c'est moins physique, mais avec l'appareil photo, parce que je prends beaucoup l'appareil photo, donc je me promène aussi, puis tout à coup, j'ai une idée de faire quelque chose sur les bicyclettes à un moment donné, parce que bon, il y en a beaucoup à Montréal, aussi tout ce qui traîne sur les trottoirs, enfin, toutes sortes d'idées qui peuvent me venir autrement ailleurs que dans mon atelier, mais je les amène, ces images-là, dans l'atelier. Et puis, je peux les mêler à d'autres images que j'ai déjà, des photos que j'ai faites il y a plusieurs années. Tu sais, ça s'accumule. Hein, ça permet une liberté. Oui. Ça s'accumule plein d'images. Mais la photo aussi, tu sais, ça a pris une importance, mais c'est très long. Hein. Les photographes qui s'imposent aujourd'hui, là, hein, c'est quand même... il n'y en a pas tant que ça, là. La photo, c'est un art, hein, aussi. En soi. Moi, je ne l'ai pas fait en tant que photographe. J'ai fait en tant qu'outil. Oui. Ça me différencie. On parlait tout à l'heure de ceux qui s'improvisent un petit peu dans l'idée de facilité, de faire de l'abstraction. Comme si l'abstraction était facile à faire. Mais là, justement, tu entres dans une espèce de monde où, tu dis, tu es de ton temps, oui, c'est l'avenue qui nous est donnée
qui va vers les nouvelles technologies, oui. Mais il y a comme une espèce de facilité à travers cette mécanique-là qui se met en place. Il y a comme un monde de compétition énorme qui se met en place. Où tu te places, toi, de façon différente dans ton travail avec ce nouvel outil-là. Et il y a toute cette espèce de jeunesse. Hein? Oui. On regarde au cégep, on regarde à l'université. On tasse la sculpture, on tasse la peinture, la gravure, on tasse la gravure, on tasse ouais. tout. On tasse même la photographie en tant que telle. Et tout s'en va vers le numérique. Et là, c'est comme si tout le monde n'est pas né artiste, on s'en fout, mais deviennent artistes parce que, regarde, je maîtrise bien le numérique, je maîtrise bien cet outil-là, etc. Il faut d'avoir des idées. Voilà. Donc, c'est là que ça se passe, à ton avis. Oui. Puis aussi, il faut aussi travailler le logiciel. Le logiciel, il y a des possibilités, il y a aussi des facilités, mais il y a aussi des possibilités immenses qu'il y en a qui expérimentent. Moi, quand je vois des gens qui ont travaillé avec les logiciels puis qui font des choses extraordinaires, là, tu sais, mais c'est pas facile. Moi, essayer d'arriver à ça, là, j'ai beaucoup de recherche. Fait que pour toi, la complexité qu'on retrouve à travers cette espèce de mécanique numérique, elle pourrait un peu équivaloir à la complexité de mélanger des pigments, par exemple, ou d'appliquer des pigments sur une toile. Donc, il y a comme une espèce de... avant le résultat, il y a comme une maîtrise. Une manipulation de tout ça qui est essentielle. Oui. Mais les idées, comme tu disais. Les idées, avoir des idées. C'est bien beau de savoir comment ça fonctionne, l'ordinateur. Si tu n'as pas les idées. Mais si tu n'as pas d'idées, tu n'as rien. Là, voilà, c'est là moi, que j'aime. On en arrive à la différence conclusion. Entre artiste et artisan. Mais justement, on arrive à la conclusion, justement, de Duchamp. Hein, c'est pas le produit fini qui est important, c'est le travail d'expérimentation, de manipulation qui l'est. C'est là que ça se passe. Mais comme tu disais, c'est dans l'idée et non pas dans la matière que ça se passe. Donc, si autrefois, tu travaillais avec la matière picturale, aujourd'hui, tu la délaisses un petit peu pour travailler avec un autre type d'outil que tu apprends à maîtriser. Oui, c'est très, très intéressant parce qu'il faut aussi, quand j'ai un projet, il faut que je le fais, puis après ça, il faut que j'ai l'idée d'un autre projet. Hein? Puis là, il faut que que j'aille chercher des images, que je décide comment je vais le faire. C'est la page blanche. Oui, c'est ça. Oui. Ou tu sais, dans le fond, que tu fasses si tu fais des paysages, moi, j'ai travaillé aussi à partir de, disons, le paysage. J'ai dit, tiens, je vais travailler sur le paysage. Je vais aller prendre des photos de paysages. La forêt que j'avais dans le boisé de l'île des Sœurs. C'était très familier pour moi, j'allais toutes les saisons, oui. Alors, mais là, j'ai dit, je m'embarque dans quelque chose que plusieurs artistes ont exploité. Hein? Bon, alors j'ai dit, moi, je vais faire quelque chose de différent avec ce nouvel outil-là. Ont que je peux faire? Comment je peux présenter? Bon, ça, c'est intéressant. La nature morte, c'est tous les thèmes, finalement, qui ont été exploités par les artistes. La géométrie, la peinture géométrique. Alors, j'ai essayé de retourner aussi d'essayer de faire avec cet nouvel outil, l'ordinateur, aller toucher à ça, à ces thèmes-là. C'est le fun. Puis là, tu arrives quand même, il te reste quand même... quelques années à vivre. Un bon 25 ans là, devant toi. Oui. Tu entrevois comment ton avenir de création? Je vais la continuer. J'espère avoir toujours des idées, puis avoir le courage, la force et la patience et le goût de continuer, de venir à mon atelier. Puis c'est pour ça que je garde mon atelier très précieux. C'est encore un lieu à moi. À toi. Oui, encore un lieu à moi. Que moi, je m'en vais dans mon atelier. Tu sais, bon,
j'ai des jeunes petits-enfants, là, puis mamie, elle travaille, elle s'en va dans son atelier. Pour eux autres, c'est du travail aussi. Mamie vient, mon petit-fils me disait une amie hier, mamie, elle m'amène au tennis en même temps qu'elle s'en va au travail. Et alors pour lui, je travaille, puis il se demande pas pourquoi je travaille encore, là. Bon, je suis une artiste, donc on s'arrête jamais. On ne prend pas notre retraite. C'est ça, ça n'existe pas, la retraite pour un artiste. C'est comme toi, Jacques, tu es un historien d'art, mais tu as beaucoup de possibilités aussi comme artiste. Mais je prends ma retraite. La différence est là. Tu es notre dernier moment. D'enseignant aussi. Ouais. D'enseignant, ça ne veut pas dire que tu t'intéresseras plus à l'histoire de l'art, puis à l'art en général, puis que à toi, tout est possible. Mais ça va passer après les poules. Oui, bon. Ah oui, les poules. Bon, ça, c'est d'autres expériences. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a encore une question ou deux. J'en aurais peut-être une, en tout cas, qui me vient aussi à l'esprit, une curiosité, en fait. Quand tu regardes tout le travail que tu as fait, là, parce que tu as quand même tout un bagage, hein, c'est pas à travers une petite rencontre comme on fait là, qu'on va passer à travers, puis on ne voulait pas non plus que ce soit pédagogique, amené, Il s'agit que des gens aillent voyager à travers ton œuvre que tu vas mettre en ligne bientôt. En ligne bientôt, oui. C'est un travail de moine. C'est le travail de moine aussi. Oui. Quel est le moment, ou quels sont les moments où l'œuvre qui te percute encore, qui vient te chercher, qui ont été un grand moment chez toi? Qui ont été, je ne sais pas, si on avait une œuvre à ressortir, pour moi, ce serait... il y a aussi l'autoportrait, là, ça c'était un grand moment, et puis très important. Puis il y a eu où j'ai beaucoup travaillé puis que j'ai beaucoup fabriqué aussi. Tu sais, j'ai eu une bursite tellement je découpais les personnages dans le bois, là, je les faisais tenir debout, puis je les ai installés partout dans la salle d'exposition, Expression, la galerie Expression. Et ça, c'était un travail aussi manuel. Je suis manuelle aussi. Je pense j'aime faire. J'ai beaucoup dit ça, que j'aimais faire. C'est faire. Dans ce métier d'artiste, il y a beaucoup de faire. On fait de la peinture, on prend un matériel, on prend une toile, puis on y donne un sens, le papier a pris forme, j'ai travaillé le papier pour lui donner la forme, j'ai travaillé la toile pour lui donner la forme aussi. Je manipulais la toile, manipulais le papier, j'aimais ça parce qu'on pouvait faire ça. Donc peut-être que finalement... Quand j'étais jeune, c'était la peinture, mais j'aurais peut-être pu expérimenter la sculpture, mais c'était des métiers assez difficiles. Hein? C'est plus masculin. Quand on parlait tantôt, il fallait peut-être beaucoup plus de force et puis... Fait que t'es vraiment t'es le mélange parfait des origines du mot artiste et artisan. Oui, parce qu'artiste, c'est création, artisan, fabriquer. Oui. Donc, l'idée de façonner la matière, au même titre que t'amènes bien, tout à l'heure, tu parlais, encore faut-il avoir l'idée, etc., quand on parle de facilité. Oui. Alors, l'œuvre en tant que telle, du mot opéra chez les Grecs, et créatio chez les Grecs, qui fait création dans les deux cas, inspiration de l'esprit. Oui. Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est intéressant parce que tu n'es pas en rupture entre les deux et la fameuse chicane qui a toujours existé entre justement l'artisan, qui était plus du ressort de quelque chose de mécanique, et l'artiste, qui était plus intellectuel. Encore une fois, c'est une frontière que tu n'as justement pas voulu... Il n'y en avait pas de frontière. Il n'y en avait pas. Les deux sont pour toi imbriqués. Imbriqués, font partie d'un même cheminement. De ce qu'est un artiste. Tu sais, un artiste, il faut qu'il soit éclectique, il faut qu'il ait des yeux pour voir, il faut qu'il ait des mains pour faire, hein, puis
Donc, ça passe par le métier. Oui, ça passe par le métier. Il faut que tu expérimentes aussi tes outils. Hein? Tu donc, du champ est mort. C'est pas si facile que ça. Hein? Du champ est mort. Oui. Non, je m'oppose. Alors, c'est... Il venait d'une famille aussi très intellectuelle du chant, tu sais. Il avait le goût d'aller ailleurs, lui, parce que il y avait son frère qui faisait la peinture aussi, Jean-Guillaume, qui faisait quand même plus traditionnel, même si c'était génial. Alors lui, il voulait aller ailleurs. Je pense que c'était un grand curieux. Il aimait beaucoup jouer aux échecs aussi. Alors il voulait avoir des loisirs. Oui. Fait que dans le fond, c'est là qu'on peut en faire un constat un peu, non pas final, parce qu'il te reste beaucoup d'années encore à travailler, mais bien cette espèce de façon que tu as réussi à joindre les deux et de faire un art qui, corrige-moi si je finis mal ça, là, un art qui s'adresse à l'esprit davantage. Oui. Un art qui se veut une ouverture pour chacun, parce que tous ceux qui vont consulter ton site pourront se laisser... Une œuvre, elle est pas... C'est moi qui l'ai fait, mais ce que j'ai fait, quand je l'ai fait, là, si je la regarde, je peux pas exactement revenir au moment où je l'ai produit. Alors, les personnes qui la regardent avec leurs yeux, avec leurs émotions du jour, avec tout leur bagage. Tu sais, les enfants, moi, j'ai des petits-enfants, puis il y avait des peintures dans la maison, beaucoup, et ils voyaient toutes sortes de choses, puis ils voient toutes sortes de choses, puis ils les voient. Si j'ai changé une peinture de place, si j'ai mis une autre, ils vont voir. Alors, c'est cette ouverture qui accueille plusieurs perceptions. Tu as pris très à cœur ce que tu es en train de faire là, sur la présentation. Pourquoi c'était si important pour toi? Parce que c'est un travail incroyable de retracer combien de carrières d'années on parle de 50, années 60, plus de 50 ans, de retracer tout ça, de numériser, de mettre de l'ordre dans ça. Maintenant, les artistes peuvent le faire beaucoup plus facilement. Oui, mais c'est tellement avant, c'était des diapositives, puis il fallait... Tu commençais à les faire toi-même, alors c'était pas fameux. Pourquoi c'est si important pour toi, ça, d'arriver c'est parce que quand tu arrives après plus de 50 ans, puis que tu as ton atelier, puis qui est plein, puis que tu sais plus quoi faire avec tes œuvres, parce que tu sais plus où les mettre, qui prennent beaucoup de place. Puis, je parlais pas matériellement, je parle de... aussi garder cette importance de laisser une mémoire. Une trace. Me servir encore une trace. Me servir de la nouvelle technologie, justement, pour garder une trace très facilement accessible à tout le monde par l'ordinateur. Puis c'est connaître le monde. Hein? Alors moi, je fais partie d'une petite histoire de l'art du Québec. Même si je ne suis pas reconnue comme une grande vedette, j'ai quand même fait ma part de ce que j'avais à faire, et puis je veux garder des traces, en tout cas, pour les générations futures, c'est ça, pour les générations futures, et puis c'est pour mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Hein? C'est le fun, ils vont avoir une ancêtre qui a consacré sa vie à la création. On te remercie. Beaucoup. On se revoit à travers le petit voyage au sein de ce que tu vas lancer au Journée de la Culture. Et qui va être probablement aussi... C'est comme une banque, hein? C'est comme une bande qui garde trace de tout ce que j'ai fait, de ce qu'on a écrit, de les revues, les publications. En tout cas, j'ai essayé, j'ai pas pu faire tout, là, mais je peux continuer à l'enrichir aussi, mon site.